Mais d'abord, après quelques jours de réflexion, quelques commentaires encore sur les communications de banques centrales qui ont marqué la semaine, la Fed et la Banque centrale européenne. Gilles Mouek est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons peut-être par le sujet européen avec la réunion de la BCE hier et la communication de Christine Lagarde. S'il faut chercher à comprendre ce qui motive aujourd'hui le conseil des gouverneurs actuels de la Banque centrale européenne, Gilles, c'est bien du côté du marché du travail qu'il faut regarder. C'est ce que vous nous dites depuis un certain temps, en tout cas, que cela plaise ou non. En tout cas, c'est la froide réalité qu'il faut regarder en face. Et visiblement, ce que la BCE observe sur le marché du travail est une situation qui est en train de se cristalliser et qui génère beaucoup d'inconfort. Beaucoup d'inconfort, oui, parce que les données ne sont pas forcément faciles à interpréter en ce moment. Et surtout, la difficulté centrale, je pense, en Europe, c'est les délais de transmission extrêmement longs entre les signaux que l'on peut avoir sur l'économie réelle et la réaction de la quantité d'emploi et ensuite du prix du travail, c'est-à-dire des salaires, qui va in fine être l'élément primordial pour l'évolution des prix à la consommation. On en est en fait à la phase où la BCE est probablement rassurée du fait que le durcissement des conditions monétaires se transmet bien à la sphère financière, parce qu'on voit à chaque nouvelle donnée mensuelle que la distribution de crédit en Europe a ralenti de manière maintenant très marquée. Donc ça c'est fait, ça veut dire qu'il y a effectivement des conditions monétaires qui deviennent restrictives dans la zone euro. On commence à avoir des signaux de transmission de la sphère financière à l'activité réelle, même si ça reste ténu, mais on a quelques pays de la zone euro qui ont quand même eu des contractions assez significatives du PIB depuis l'hiver dernier, c'est le cas de l'Allemagne en particulier, mais ce qui manque toujours, c'est la réaction du marché du travail, c'est un ralentissement des créations d'emplois et un ralentissement des salaires. Et la difficulté, je pense, pour la BCE, tient au fait que l'appareil statistique en matière de suivi en temps réel des salaires en Europe est plutôt embryonnaire par rapport à ce qu'on a aux États-Unis. Et l'une des raisons qui font qu'à mon avis, Christine Lagarde n'a pas du tout voulu s'engager sur la trajectoire de politique monétaire après le mois de juillet, donc on sait, on s'en doutait, qu'il allait y avoir encore une hausse des taux au mois de juillet, elle a été préannoncée, confirmée hier, mais au-delà, refus total de s'engager. Pourquoi ? Parce que au T3, ça peut-être être le pic de croissance des salaires, c'est peut-être le moment où on verra les créations d'emplois commencent à ralentir, où on pourra commencer à se dire qu'on peut prendre le risque de faire une pause, mais est-ce que l'information sera suffisante au mois de septembre, ou est-ce qu'il faudra attendre d'être vraiment dans la dernière partie de l'année pour pouvoir prendre ces décisions ? C'est là où la BCE clairement hésite. Sur le marché du travail, si je donne une photographie un peu clinique que je vous laisse compléter, Gilles, mais on voit quand même des taux d'emploi qui sont à des niveaux historiques partout en zone euro. On voit des schémas de productivité dont la croissance est en train de tendre vers zéro en zone euro de manière assez large là aussi. Et effectivement, cette progression des salaires, ce coût unitaire du travail qui progresse à des niveaux élevés, de 5% et plus, même peut-être encore au cours de cette année 2023. C'est une situation assez anormale par rapport à ce qu'on a connu dans le passé en zone euro, Gilles. Qu'est-ce qui fait dire que cette situation pourrait se détendre peut-être à l'horizon du troisième trimestre, et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas là des facteurs, et j'ajoute même la question démographique, qui plaident pour une tension persistante et peut-être même structurelle sur les marchés du travail en Europe demain ? L'une des clés est en Allemagne. C'est un peu là que ça se passe, parce que c'est là où on a vraiment des augmentations salariales absolument massives qui sont déjà dans le pipeline, qui vont de toute manière avoir lieu et qui vont continuer à impacter les prix pendant pas mal de temps. On sait par exemple que les salaires de la fonction publique en Allemagne vont augmenter de 11% au glissement annuel au printemps 2024. C'est fait, c'est une donnée. Et c'est là qu'on peut peut-être se dire qu'on est à un point d'inflexion, parce que si vous regardez la relation historique entre le taux de chômage et la variation du PIB, c'est une relation qui tient et qui a même tenu assez bien depuis la phase pandémique, alors même qu'on pouvait s'attendre à un vrai divorce entre les données. Ça reste assez étroit comme relation, et on est juste au point où on devrait commencer à voir une augmentation du chômage en Allemagne, probablement dès le troisième trimestre. Et si on regarde par exemple certaines mesures nationales
du taux de chômage en Allemagne, il a déjà commencé à monter. C'est-à-dire que la mesure harmonisée au sens du Bureau international du travail, là, on est en stabilité. La mesure nationale, on commence à avoir une augmentation. Et si on regarde d'autres indicateurs du type nombre d'offres d'emploi qui ne sont pas remplies en Allemagne, ça commence aussi à se normaliser. On avait atteint un pic en gros à l'automne dernier. Donc c'est peut-être là que ça se passe. Mais c'est vrai qu'on est quand même confronté à une situation assez inusitée, avec cette augmentation très forte des taux d'emploi, et avec un contraste entre, dans beaucoup de pays en tout cas, un contraste entre les créations d'emplois en termes de nombre de salariés et les heures travaillées. Les heures travaillées ont tendance à baisser dans un certain nombre de pays. C'est le cas pour l'Allemagne, c'est le cas pour l'Espagne, par exemple. Et là, on pourrait se dire que peut-être ces créations d'emplois très vives, qui conduisent la BCE à maintenir un discours très, très hawkish, elles sont peut-être, en tout cas en partie, simplement le produit d'une réduction des heures de travail qui n'est pas forcément volontaire, qui n'est pas forcément voulue par les entreprises, mais qui, par exemple, dans un certain nombre de cas, semble refléter une augmentation très forte du nombre de congés maladie. Donc vous auriez en fait beaucoup d'entreprises qui sont contraintes, entre guillemets, de continuer à augmenter les effectifs parce que l'intensité du travail, le nombre d'heures en particulier, baisse en partie du fait de cette augmentation très forte des congés maladie. Bon. Rendez-vous en septembre, hein, donc pour la Banque Centrale Européenne. Ça laissera quand même assez peu de données lourdes entre-temps pour installer peut-être l'idée d'une pause en septembre. D'ailleurs, vous-même, Gilles, je crois, chez AXA, vous avez rajouté une hausse en septembre en préemption de l'idée qu'on n'aura pas assez de données peut-être pour mettre une pause en septembre. On en a rajouté une, on était honnêtement, on avait un baseline, on s'arrête en juillet avec un fort risque que ce soit septembre. Là, on a bougé avec baseline que ce soit septembre, mais avec un fort risque qu'il ne le fasse pas. Donc voilà, on est dans l'épaisseur du trait. Wow. Mais juste une chose pour la BCE, une vraie difficulté de communication pour eux, c'est que ils vont devoir nous dire quand même à peu près à quelle sauce on est mangé dès le mois de juillet. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une communication de la BCE qui intègre une forme de forward guidance. La BCE nous dit, au début de son paragraphe de politique monétaire, que les taux d'intérêt vont continuer à monter. Christine Lagarde nous dit qu'il y reste du chemin à faire. Au mois de juillet, on va lui poser la même question. Donc, si la BCE souhaite augmenter ses taux au mois de septembre, comment le pré-communiquer au mois de juillet? Et c'est à mon avis une bagarre qui va être intéressante au sein du Conseil des gouverneurs, parce que soit on maintient le discours actuel, donc on préannonce une poursuite de la hausse dès le mois de juillet, soit on dit « Ah non, là, on ne peut plus rien vous dire, on est complètement dépendant des données ». Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont dire « On est complètement dépendant des données, on ne peut plus rien vous dire ». Mais le débat, il va déjà avoir lieu au mois de juillet sur la base d'un flux d'informations, comme vous le dites, qui va être extrêmement maigre par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Bon, oui, donc des meetings de juillet qui vont être importants pour la BCE et pour la Réserve fédérale américaine, Gilles, puisque l'information de la semaine, c'est que la Fed, le comité de politique monétaire de la Fed a décidé à l'unanimité d'une pause pour ce mois de juin, sachant que les 2/3 des membres du comité sont convaincus qu'il faudra monter encore les taux de 2 fois 25 BP cette année. C'est quand même compliqué leur affaire là. Ça devient, on est dans l'acrobatie communicationnelle là, c'est de la haute voltige. On m'a dit que c'était subtil. C'est quand même très compliqué d'avoir des prévisions, la prévision médiane des membres du FOMC qui dit on a encore besoin de 2 hausses. Si on a encore besoin de 2 hausses, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas du tout certain qu'on soit arrivé au degré de restriction nécessaire. Mais à ce moment-là, pourquoi faire une pause? Enfin, en général, historiquement en tout cas, les banques centrales font une pause juste avant la dernière hausse. Or, c'est pas ce qu'on nous dit exactement. On nous dit on fait une pause, on va sans doute remonter, mais on pourrait remonter encore 2 fois. Donc c'est vraiment très 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 compliqué là, je pense comme discussion. Et c'est un peu la même difficulté que la BCE a en ce moment, c'est-à-dire que aux États-Unis, les signes de ralentissement de l'inflation sont plus tangibles qu'en Europe, parce que l'inflation sous-jacente a vraiment ralenti et les composantes un peu clés comme les services hors loyer ont vraiment beaucoup ralenti. C'est-à-dire, si vous prenez cette composante-là simplement, sur les 3 derniers mois, on est quand même en territoire négatif. Donc c'est quand même un changement très important. Donc on pourrait se dire que la Fed peut quand même plus facilement faire le pari que le degré nécessaire de restriction a été atteint.
Mais chaque mois, au moment où les payrolls sont publiés, on rappelle à la Fed que le marché du travail reste quand même incroyablement robuste. Et donc, on a une Fed qui est obligée de maintenir un biais haussier, qui est obligée de maintenir un biais hawkish, parce qu'elle n'est toujours pas convaincue que l'atterrissage du marché du travail est suffisamment tangible pour qu'il n'y ait pas de redémarrage de l'inflation sous-jacente quelque part vers la fin de 2023, début 2024. Mais voilà, la réaction du marché d'ailleurs était assez marrante pendant le mercredi soir parce que le communiqué a provoqué immédiatement un sell-off du marché obligataire. Il y a une espèce de rétro-pédalage pendant la conférence de presse de Powell. Mais au crédit des banquiers centraux, parce que ça peut être un peu facile de les critiquer, et en tant qu'ancien banquier central moi-même, j'ai encore une solidarité de métier, c'est vrai que c'est très compliqué. Là. On a des messages très contradictoires de beaucoup de données conjoncturelles. D'un mois sur l'autre, les choses changent assez vite. Et voilà, c'est du pilotage automatique en visibilité réduite. Donc c'est vraiment très, très... je reprends mon adjectif, c'est très acrobatique. Des données contradictoires qui en plus confortent les positions de part et d'autre. Hein. Chacun y trouve de quoi être conforté dans ses convictions. Et donc pour l'instant, les positions ne bougent pas. Donc rendez-vous en juillet, 25-26 pour la Fed et 27 juillet pour la Banque Centrale Européenne. Ça permettra de garder un peu d'attention effectivement sur les marchés au cours de cet été. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA.